Aujourd'hui, j'aimerais faire un update sur différentes actions. Et si vous débutez tout juste en bourse, ou que vous avez du cash plein les poches, vous avez de la chance, les prix actuels sur certains titres paraissent plutôt canons sur une vision long terme de l'investissement. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, puisque vous avez probablement constaté une petite impulsion sur le cours de bourse de LVMH vendredi dernier. Normal, les analystes de Bank of America Securities sont passés à surpondérer sur le luxe en Europe. Pour les nouveaux BofA Securities, c'est la branche banque d'investissement de la Bank of America. Et dans cette note, les analystes ont également souligné que le reflux à venir des rendements obligataires est un élément positif pour les valeurs de croissance, donc au luxe qui redevient attractif, à l'inverse des compartiments bancaires ou de l'énergie. Je cite toujours la note de ces analystes. En tant que secteur de croissance, la performance relative des groupes de luxe devrait bénéficier de la nouvelle baisse des rendements obligataires réels que nous anticipons. Une note qui pour ma part me réjouit. Comme vous le savez, je surpondère le luxe aussi. D'ailleurs, mon compte bourse est habillé aux couleurs de Louis Vuitton. Alors, si vous êtes comme moi fortement exposé au luxe, ne trinquons pas tout de suite à nos actifs de qualité. La pression baissière sur le luxe n'est probablement pas terminée, mais si je vous cite cette note de recherche, c'est pour une raison. Vous insufflez une dose d'optimisme. Malgré la pression baissière actuelle, le luxe est un des rares secteurs sur lequel nous avons le leadership en Europe. Donc, malgré le rouge du moment, dites-vous que nous sommes positionnés sur une classe d'actifs qui a de fortes chances de venir à moyen long terme à sublimer notre patrimoine financier. Et ça tombe bien, un patrimoine financier se construit dans la durée. Alors, je vous parlais dans mon préambule de cette note positive de Bank of America Securities sur le luxe. Maintenant, j'aimerais réagir à cette note négative tombée récemment. Ça j'aime. Je vous expliquerai pourquoi j'aime ça juste après. Mais avant, sachez que la banque britannique Barclays a renouvelé vendredi sa recommandation sous-pondérée et son objectif de cours de 168 € sur le titre Pernod Ricard, déclarant anticiper un début d'exercice difficile pour le groupe de spiritueux. Je cite l'équipe de Barclays. Nous nous attendons à ce que la faiblesse actuelle que connaissent tout particulièrement les États-Unis et la Chine pénalise les résultats du premier trimestre de l'exercice 2023-2024 de Pernod Ricard. Dans sa note de recherche, Barclays indique ainsi prévoir une décroissance organique des ventes de 1,7% sur le trimestre qui s'achève. Et pour rappel, Pernod Ricard est en exercice décalé, donc publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2023-2024 le 19 octobre prochain. Du coup, Barclays a renouvelé sa recommandation sous-pondérée sur Pernod Ricard vendredi. Vous pourriez vous demander pourquoi je réagis positivement alors que je suis actionnaire de Pernod Ricard sur la base, en plus d'un prix de revient de 183 €. C'est très simple. Cette note négative inflige une pression baissière sur le cours, ce qui devrait ainsi me laisser le temps de repayer ce dossier que j'adore. Vu qu'en ce moment mon épargne est limitée, je dois réduire mes investissements en bourse. Donc je suis très content de cette note négative. D'ailleurs, si le cours de bourse pouvait rester sous 160 € jusqu'à janvier 2024, ça m'arrangerait. Une fois ma taxe foncière et mes impôts réglés, bonjour, je pourrais ainsi réallouer de l'excès d'épargne sur l'action Pernod Ricard, que je considère peut-être à tort comme une magnifique action de portefeuille. Et donc, autant vous dire que sous 160 €, je trouve l'action incroyablement attractive. Je ne suis pas le seul à trouver l'action attrayante. La banque d'investissement américaine Jefferies maintient son conseil achat sur Pernod Ricard avec un objectif de cours à 220 €. Malgré une baisse organique des ventes possibles, Jefferies continue de considérer le titre Pernod comme peu coûteux pour sa qualité. Et je partage exactement cette opinion. Du coup, ce qui m'embête actuellement, ce n'est pas d'avoir une moins-value latente sur ma position. Rien à foutre. C'est de ne pas pouvoir renforcer dès à présent Pernod Ricard sous 160. Voilà pourquoi je suis content de cette note négative. Alors, l'autre update que je voulais faire aujourd'hui, c'est sur l'action PEA Total Energy, puisque son cours de bourse a tapé jeudi dernier un nouveau record à 64,55 €, au-delà de l'ex-sommet historique de 63,40 € de 2007. Donc, autant dire que les actionnaires Total Energy sont à la fête en ce moment. Je sais que vous êtes nombreux ici à posséder du Total Energy, du coup, bravo à vous. Maintenant, à la question, faut-il acter sa plus-value sur le titre? Aucune idée. N'oubliez pas, personne sait de quoi demain sera fait. Y a personne qui sait. La seule chose que je peux vous dire, c'est que perso, si j'étais encore positionné sur Total Energy, j'aurais tendance à prendre au moins une partie de mes bénéfices. Pour les sous-sous. Surtout si j'avais un prix de revient au-dessus de 50 €. D'ailleurs, une fois le record historique tapé jeudi dernier, le titre a essuyé quelques prises de bénéfices. Pour les sous-sous. Après, même à 60 €, ça reste une belle action. C'est pour ça qu'acter ou non sa plus-value reste à l'appréciation de chacun ici. D'accord, hein? Ce qui est le patron.
Et moi. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, pour ceux qui sont actionnaires, si vous avez ou pas acté l'APV. Pour les... En tout cas, en signe de gage de qualité, sachez que William Higgons adore Total Energy. Pour ceux qui ne connaîtraient pas William Higgons, il dirige Indépendance AM depuis 1992 et gère un fonds d'investissement orienté small cap avec une longévité de performance record sur le secteur. Concrètement, c'est un des meilleurs gérants value français, qui cumule plus de 30 ans d'expérience d'investissement dans les entreprises cotées de petite et moyenne taille. Et j'écoutais une interview récente où il déclarait adorer Total Energy. D'ailleurs, si son fonds devait faire de la large cap, ce serait la première qu'il mettrait dedans. Et je crois même qu'une partie de son patrimoine financier est dans Total Energy. Bref, en tout cas, bravo à ceux qui ont du Total Energy. Pour ma part, j'aime bien le secteur lié à l'énergie. Après, si je devais me limiter à 2 secteurs d'investissement, je prendrais la tech et le luxe. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point c'est un choix pas si déconnant, je vais vous mettre ce tweet récent d'un expert en macroéconomie. On voit clairement dans son graphique la bonne santé du luxe et de la tech, avec une mention spéciale pour le luxe français, qui dépasse la technologie américaine en termes de croissance des bénéfices. Bref, donc moi, ce sont mes 2 secteurs d'investissement de cœur pour jouer la croissance. Pour les sous-sous. Le luxe pour mes investissements Europe, et dans la tech, à l'exception de quelques actions européennes, genre ASML, je reste sur de grosses capitalisations américaines. D'ailleurs, en ce moment, à part ASML, j'ai que des boîtes tech US. L'hégémonie américaine étant indiscutable dans la tech. Le problème de la tech, c'est que c'est en constante évolution, et à part quelques business genre ASML, c'est très concurrentiel. Mais au pire, si vous n'êtes pas adepte du stock picking, un bon ETF capitalisant sur le Nasdaq 100 fait amplement l'affaire. C'est très optimisé, et en plus, pour les nouveaux, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de comptage offert chez De Giro, avec mon lien en description. Pour les sous-sous. Après, moi, j'ai une appétence pour le stock picking, et en ce moment, j'aime beaucoup l'action ASML. J'en ai payé un peu via mon compte titre entre 550 et 560 €. Et je rachèterai du ASML avec plaisir si nous allons plus bas prochainement. S'agissant d'un modèle d'affaires ultra qualitatif et où le moat/barrière à l'entrée est extrêmement élevé, il y a juste un petit risque géopolitique non négligeable à prendre en compte avec la Chine. Mais pour le reste, le business est canon et copieusement margé. Donc la conclusion sur l'action est simple. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y. Après, ça ne reste que mon point de vue, mais il est partagé au moins par Goldman Sachs qui considère aussi le titre comme une opportunité d'achat au cours actuel, avec un objectif de cours fixé à 850 € tout de même. Ce matin, sinon, vous avez Odo BHF qui a annoncé réduire son objectif de cours de 830 à 740 € sur le titre, tout en conservant sa note de surperformance. L'analyste indique ainsi prendre en compte le bruit négatif et adopte un scénario plus prudent sur 2024. Je cite, « Le news flow, qu'il soit avéré ou simplement basé sur des rumeurs, a été récemment très défavorable et a fait baisser le titre de 20% sur 3 mois, ajoute le broker, qui pointe les craintes autour d'une faible croissance économique mondiale et d'une nouvelle escalade des sanctions américaines vis-à-vis de la Chine. Selon Odo BHF, ASML devrait clarifier sa vision de 2024 dès la publication du T3 2023, le 18 octobre prochain. En attendant, l'analyste abaisse sa prévision de BPA 2024 de 10% et seulement de 4% sur 2025. Je suis toujours très curieux de vos suggestions, donc n'hésitez pas à partager des actions si vous en avez. Et comme d'habitude, je compte toujours sur votre like si bien entendu vous avez apprécié mon contenu. Et je vous souhaite un excellent début de semaine sur les marchés financiers.